14 décembre 2022. Bienvenue dans cet épisode du TSLH Podcast ce soir ou aujourd'hui, tout dépendant du moment de la journée que vous écoutez l'épisode. Je suis accompagné avec Pascal pour parler aujourd'hui des espoirs du Canadien. En fait, c'est un épisode réservé pour nos observations concernant les espoirs du Canadien qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que nos rapports d'observation sont disponibles sur le site web de toutsurlehockey.com. Dans l'épisode, on va reparler de nos observations. On va amener nos opinions aussi par rapport aux joueurs observés. Mais avant de commencer, je vous rappelle que le podcast est présenté par Barbe Noire Viande Fumée. Le temps des fêtes approche. C'est le temps de passer vos commandes. Ceux en vidéo, vous voyez au bas de l'écran Barbe Noire, noir avec un E, donc barbenoire.com pour passer votre commande et recevoir cette commande-là à domicile dans des boîtes réfrigérées. La qualité du produit ne sera pas affectée par la livraison. C'est d'excellents produits, des ailes de poulet fumées, des côtes levées, du bacon, tout ce que vous voulez pour vos brunchs ou vos soupers de Noël. Barbenoire.com, je vous invite à aller visiter leur site web et passer une commande auprès d'eux. Et je vous rappelle que nos casquettes TSLH sont disponibles dans la boutique sur le site web. Le lien va être inscrit dans la description de l'épisode. Donc, si vous voulez acheter une casquette TSLH, vous pouvez le faire directement sur notre site web. Pascal, hier, on s'est présenté dans le podcast Le Temps d'arrêt avec Étienne, qui est collaborateur à Tout sur le hockey. Yes. On a parlé du championnat mondial junior et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller écouter cet épisode-là parce que ça a été une belle discussion avec Étienne. On a eu du fun à aller sur ce podcast-là. On a vraiment parlé de long en large d'équipe Canada junior, des autres formations également dans le tournoi. Donc, je vous invite à aller regarder cet épisode-là sur YouTube et Spotify. Le temps d'arrêt, c'est un podcast de hockey, mais aussi de football, de Formule 1. Étienne, il traite beaucoup de sport là, dans son podcast. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Dans l'épisode, on a parlé de certains espoirs du CH, donc on va y revenir dans cet épisode-là, mais vraiment précisément au niveau des observations réalisées pendant la saison régulière. Et je commencerai tout de suite, Pascal, avec un espoir qui va être présent au championnat mondial junior au sein de la Finlande. C'est un espoir que tu as regardé récemment. On parle ici d'Oliver Kapanen. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet espoir qu'on parle un petit peu moins, je dirais, au niveau mainstream? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Ouais, ben depuis sa sélection, c'est un espoir à son année de repêchage qui était un peu beige, un peu fade. Parce que, tu sais, il y a des belles habiletés, dont un tir assez précis, assez puissant, sec, qui est capable quand même de cacher ses intentions. Mais depuis sa sélection, c'est pas une habileté qui est vraiment ressortie autant que de son année de repêchage. Mais ce qui ressort vraiment beaucoup de lui depuis 2 ans, c'est vraiment au niveau du cercle des mises en jeu. C'est vraiment un gars qui est excellent au niveau du cercle des mises en jeu. C'est un droitier. Et ses habiletés au niveau dans sa zone. Dans le fond, quand il jouait dans le junior, tu voyais qu'il avait une bonne habileté au niveau du jeu défensif, mais il en donnait pas mal plus. Pas il trichait nécessairement, mais quand il décidait de vouloir produire, il mettait ça un peu de côté pour aller vers l'attaque. Puis là, l'année passée, ça a été une saison vraiment pas désastreuse, mais il a joué dans plein de ligues, je pense, deux équipes de la Mestis, dans la Liga, dans la G20, là, dans la Sarria. La Sarria, oui. Ouais. Puis au niveau international aussi. Fait qu'il n'a pas été capable de pogner son rythme, puis il a aussi eu des blessures, si je me souviens bien. Fait que ça l'a vraiment affecté sa saison. Puis cette année, il est dans la Liga, il reste dans la Liga, puis il va jouer dans la Liga. Il joue sur le 4e et le 3e trio. Beaucoup de rôles défensifs, mais de plus en plus, il joue sur l'avantage numérique. Mais il ne contrôle pas le jeu. C'est vraiment pas lui qui contrôle le jeu. Je dirais qu'en début de saison, ce qui m'énervait le plus, c'est qu'il était tout le temps en mouvement, mais il ne restait pas dans les espaces libres, il ne restait pas près du filet pour se mettre en option de passe. Souvent, vraiment trop souvent,
il se gardait en mouvement, puis il allait en zone couverte tout seul, alors que son joueur il était prêt pour faire une passe. Puis il ne joue pas avec des coéquipiers élites qui vont faire la passe au bon moment tout le temps. Fait que, ce que ça fait, c'est qu'il s'en va mourir le jeu dans le fond de la zone, puis son coéquipier met égal à la rondelle, puis il tire de loin parce qu'il est rendu à la ligne bleue en tournant en rond. Fait que ça m'énervait un petit peu. Il n'utilise pas assez son tir, vraiment pas. Au niveau de l'avantage numérique, il est plus utilisé pour faire des passes le long de la bande. T'sais, un peu comme Suzuki qui est placé à gauche ou à droite, peu importe, il va amener les rondelles au filet, mais Kapanen en ce moment, c'est lance la rondelle, passe la rondelle à la ligne bleue, on va lancer la ligne bleue, on va espérer une déviation. On dirait que c'est ça la stratégie, quasiment 100% du temps en avantage numérique. Fait que son talent est comme un peu gaspillé. Je l'aimerais plus au niveau du bumper où, écoute, utilise ta vision du jeu, tire quand tu as tiré, puis le défenseur, il lancera quand il y aura à lancer, parce que sérieusement, c'est tout le temps ça, puis c'est vraiment dégueulasse à regarder les avantages numériques dans son équipe. Bon, c'est pas qu'il cale pas son équipe. Ouais. Il faudrait qu'il varie un peu plus parce qu'il y a les habiletés pour. Puis ce que je trouve vraiment bien, c'est que sa vitesse a toujours été quand même pas un point fort, mais quand même une bonne habileté pour lui. Ça continue d'être le cas. Puis l'aspect défensif est déjà réglé. Ça va bien sans la rondelle et pour la relance et tout. L'aspect physique n'est pas là, mais il est quand même grandi, il est quand même mûri depuis son repêchage. Donc, il y a beaucoup de points positifs, mais ça demeure quelqu'un d'assez beige. Est-ce que ça va être genre comme Michak, que l'aspect défensif va super bien, mais que l'aspect offensif n'est jamais capable de partir, dans le fond? Michak demeure jeune. Peut-être que ça va être plus un late bloomer, mais Kapanen a ce même profil-là, si on veut, un gars travaillant, intelligent, et un bon tir, mais la vitesse, des fois, ne vient pas. Même si Kapanen est un peu plus rapide. Mais le jeu offensif n'est pas là. C'est vraiment ce nom-là qui me venait en tête. Plus que tu avançais dans ta description, plus que ça me faisait penser à Michak, justement. Puis je voulais en venir à cette question-là. Est-ce que tu crois qu'une transition vers la Ligue américaine pour Kapanen pourrait être avantageuse pour lui? Pas l'année prochaine. Je pense que d'avoir un meilleur rôle au niveau de ça, au mesure que la saison avance, comme là, il va y avoir le World Championship qui va jouer. Je pense qu'il va avoir un rôle primordial dans cette équipe-là. J'espère que le niveau offensif va lui donner de la confiance pour la suite des choses. Et j'espère le voir jouer sur le deuxième trio, puis plus l'avantage numérique à mesure que la saison avance. Puis l'année prochaine, je le veux voir sur le top 6 à 100% dans son équipe pour pas nécessairement qu'il produise plus, mais qu'il contrôle la POC plus souvent, plus longtemps en transition. Ce qui est capable, il n'y a pas des mauvaises mains, puis c'est un gars confiant en plus. On verra bien. Je suis content que tu nous parles là, de son utilisation précise parce que, tu vois, moi, je ne l'ai pas regardé Kapanen cette année. Nous, on se split les joueurs quand on en vient à nos observations du CH. Puis, moi, Kapanen, c'était pas un gars qui m'intéressait à regarder non plus. Mais j'ai lu à certains endroits qui avait été qui était utilisé à profusion par son équipe. Puis j'étais comme sceptique un peu parce que ça fitait pas avec à chaque rapport hebdomadaire que je faisais, à chaque semaine, c'est vraiment plus au niveau des statistiques que des observations, ce rapport-là. Mais je trouvais que Kapanen ne sortait pas souvent. Puis je suis allé voir, puis c'est le 4e attaquant le plus employé chez eux, dans son équipe. Fait que, oui. dans le fond, de ce que je comprends, c'est que c'est un gars qui, oui, il est employé beaucoup, mais son rôle est plus un gars de 3e, 4e trio, mais il va jouer sur le piqué puis sur le powerplay. Fait que globalement, son temps de jeu, il est très gros. Exactement. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'occasions défensives surtout. Puis offensive, c'est là. Il n'y a pas encore la production pour, mais c'est parce que je pense qu'il n'y a pas la confiance encore. Le jeu va des fois mourir avec lui. Mais on voit des flashs. On voit des flashs, pas d'excellence, mais de bons jeux intelligents. Mais il faut juste que ça vienne un peu plus, puis qu'il y ait un peu plus d'instinct de tueur, je te dirais. Parce que, oui, c'est bien beau foncer au filet, mais si tes coéquipiers ils veulent te faire une passe, mais tu te couvres toi-même entre deux gars, ça sert pas à grand-chose, surtout que tu n'es pas fort physiquement et que tu fais jamais dévier rondelle. Fait que, ses goals, il va les marquer proche du net, ce qui est une bonne affaire. Mais il ne faut pas s'attendre à un gars qui va faire 60 points dans la ligue, sauf si vraiment il se développe. C'est pas impossible. Là. Sauf s'il se développe dans les prochaines années. Mais ce qui est bien, c'est qu'il joue.
il joue. Comme contrairement à Ilonen pas au même âge, mais avant de venir en Amérique du Nord, Ilonen, même s'il était le meilleur joueur souvent quand il était sur la glace, il jouait pas. Il jouait jamais. Il faisait jamais jouer Pélican. Pélican qui est une équipe que j'aime pas beaucoup, mais Kalpa tendance à faire confiance en ses équipes, en ses jeunes joueurs, puis on le voit cette année. Au moins, Ilonen avait plus de talent. Fait que ça n'a pas été si grave. Ça n'a pas été si pire que ça dans sa transition en Amérique du Nord. Là. Au début, ça a été plus tough, mais je sais que cette année, en tout cas cette année, on est bien satisfait de Ilonen avec le Rocket, là, pour vrai. Ouais, il faut pas s'attendre à un gars top 6. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui espérait ça, mais c'est vraiment plus un top 9 qui peut amener beaucoup d'affaires, puis que l'aspect physique va juste s'améliorer avec le temps, parce qu'on voyait déjà un petit potentiel, même si c'est pas un gars d'énergie. Pas d'énergie, mais même si c'est pas un gars super physique, il est quand même capable de ressortir en possession, puis en protection, puis en échec avant. Yes. On aura l'occasion d'en reparler d'Ilonen parce que dans l'épisode aujourd'hui, on a, dans le fond, on a coupé en deux. On va présenter les espoirs qu'on a déjà produit des rapports qu'on a observés. Donc, vous voyez cet épisode-là comme une partie 1. Il va y avoir une partie 2 avec les espoirs qui va rester à parler. Puis, on aura l'occasion d'en parler des espoirs, justement, du Rocket de Laval. Pascal, je t'amène en Suède cette fois-ci. Adam Engström, oui. Un défenseur que tu as regardé jouer aussi. Pour ma part, je l'ai regardé aussi pour produire un scouting report, un rapport d'observation. Moi, j'apprenais vraiment à l'observer en profondeur. L'année passée, on l'a vu par la bande, mais moi, je ne m'étais pas pris de note sur lui. Je sais qu'il y a des joueurs du repêchage qui jouaient avec, mais en shift by shift, des fois, tu es plus axé sur ces joueurs-là. Puis moi, Engström, je n'avais pas porté attention. Donc, puis ce qui était étonnant aussi avec Joe Gardens dans la nationale, c'est que c'est pas écoutable. Ouais, c'est pas écoutable. C'est loin. Les numéros sont sous des chandails bleus très foncés avec un numéro vraiment, vraiment foncé aussi, noir. Je me souviens bien, en tout cas, je ne me rappelle plus de la couleur, hein, mais c'est chandail rouge, bleu, avec le. Ouais, c'est ça. Avec le chandail. Avec rouge, le numéro bleu, rouge. foncé, ouais. C'est dégueulasse. C'est pas écoutable. C'est flou en 720p qui a de l'air plus à du 320. Ah, c'est exécrable. Puis ça pue au nez de regarder ça. Puis pour t'habituer à ces matchs-là, il faut que tu saches, pas le numéro, il faut que tu saches comment le style de patin d'un joueur. Oslund était hyper facile à remarquer. Lekelemaki aussi, Odelius aussi, vu qu'il était défenseur. Mais quand ils sont sur la même ligne, ça va bien. Mais quand ils sont épars, tu écoutes le match au complet. Puis, c'est-tu Oslund? 45? Oui, c'est Oslund. Huglen, mais c'est un joueur parmi d'autres. Je l'adorais, mais Chris, il faisait m'écouter jouer. C'est une maudite équipe-là. Je me souviens, la première année que j'ai vraiment scouté beaucoup, là, c'est l'année à William Eklund. Puis cette année-là, je peux te confirmer, je n'ai aucune idée c'était quoi le numéro à Eklund avec Joe Gardens. Je le reconnaissais par son style uniquement parce que son numéro, je n'étais pas capable de le voir sur son chandail. Ouais, c'est dégueulasse. Blanc, ça va bien, mais bleu, dégueu. Non, c'est ça. Donc, pour revenir avec Adam Engström, pour vrai, je suis vraiment satisfait de son début de saison, mais aussi de sa progression. Puis, au niveau sur la patinoire, là, moi, j'ai regardé des matchs au niveau junior et au niveau de la SHL pour vraiment avoir un aperçu comment ce gars-là se développe, progresse, joue contre des joueurs de son âge et contre vraiment des adultes dans une ligue professionnelle qui est la SHL. Et Engström n'appartient plus du tout à la ligue junior là-bas, la J20 nationale. En SHL, à ses débuts, il était très fiable en possession de rondelles. Il était bien timé, je trouvais aussi, avec les contre-attaques. Je trouvais là, que quand il était agressif, pour vrai, il fermait bien l'entonnoir à la ligne bleue. On parle d'entonnoir, c'est quand la contre-attaque s'en vient en zone défensive d'Engström. Ben, quand il avançait vers le porteur à la ligne bleue, il fermait complètement la porte, puis souvent, le porteur est obligé d'envoyer la rondelle dans le fond du territoire. C'était quelque chose qu'on voyait souvent d'Engström, puis j'ai beaucoup apprécié. Puis ça, c'était au début de l'année dans la SHL. Donc,
c'était vraiment intéressant à voir. Puis, par la suite, ben, on a vu l'espoir du CH gagner des opportunités. Là, il y a eu plus de responsabilités offensivement. Il a même joué sur la première paire à mes derniers visionnements avec Ruglet. Puis, sérieusement, c'est vraiment une belle progression de son côté. Puis, Pascal, quand j'ai fait mon rapport d'observation, j'ai utilisé un peu l'angle que tu m'avais parlé pour titrer mon article, mais aussi pour mettre un contexte à la raison pourquoi ce gars-là est avec Joe Gardens, puis maintenant il est rendu avec Ruglet. J'aimerais ça que tu nous fasses part de cette observation-là, parce que pour vrai, je trouvais ça vraiment, vraiment pertinent. Ben moi, je trouve que ça en dit gros sur sa maturité de voir des gars de première ronde et deuxième ronde se faire reléguer en Allsvenskan. Et lui, plutôt qu'aller dans l'Allsvenskan, se fait offrir un contrat de transfert vers Rögle, une des meilleures équipes de la SHL. Puis il y va. Puis il réussit à avoir un bon impact, même si des fois il joue en national. Fait que j'étais vraiment content de le voir là. Puis ça démontre à quel point, justement, il y a une coche de plus au niveau maturité. Oui, parce qu'il aurait très bien pu rester dans la Allsvenskan pour ceux qui sont moins familiers avec le fonctionnement des ligues en Suède. On a la SHL, ensuite la Allsvenskan, que c'est au-dessus du junior. Donc, il y a des adultes qui jouent dans la Allsvenskan. Après ça, il y a la Hockey Etan qui est là-dedans aussi. Il y a des adultes. Ouais, qui est Hockey Etan, c'est une ligue de garage. c'est ça. C'est très, très poche. Puis ensuite, ben, c'est ça. Il y a la J20 nationale qui est la Ligue junior là-bas. Donc, Joe Gardens, l'an dernier, jouait dans la SHL, mais à cause d'une défaite en série, ils ont été relégués à la Allsvenskan. Il y a comme les séries. Après ça, il y a comme un tournoi de relégation. Ouais, c'est ça. Puis ils ont comme perdu. Fait que là, ça a Oui. fait qu'ils ont été relégués. Puis, tu sais, ça faisait que Noah Oslund, le Kerimaki, tu sais, Ogren, tous les gros joueurs de Joe Gardens se ramassaient dans le niveau inférieur. Puis Engstrom, lui, a décidé d'accepter le transfert pour aller jouer à Rögle. Une décision qui a appuyé. J'ai trouvé des articles là-dessus, Pascal. Fait que j'ai poussé à la recherche avec ta réflexion. Oui. Il a décidé de transférer pour, premièrement, les installations à Rögle qui étaient vraiment très professionnelles, leur façon de développer les jeunes et leur mentalité d'utiliser les jeunes sur la patinoire. On l'a vu avec Casper l'année passée. Il y avait des shots en avantage numérique. Ils jouaient sur un troisième trio. Il y avait du temps de glace. Cette année, c'est leur... Il domine, il est pas mal. tellement bon. Ben, c'est ça, c'est pas mal leur troisième meilleur attaquant de l'équipe. On a juste à regarder Saïda. Ouais. Saïda jouait pour eux autres, puis il était tellement bon pour eux autres. William Wallender aussi. Oui, j'adore cette équipe-là dans la SHL. Ils ne sont pas tout le temps au top de la ligue, mais c'est la confiance envers les jeunes qui est vraiment sur la coche. Puis, la façon qu'ils ont traité Casper l'année passée, puis la façon qu'il a répondu, c'était juste, ça démontre à quel point ils sont vraiment sur la coche là-dessus. Puis, bravo à Engstrom d'avoir pris la décision d'aller là. Et je félicite aussi le Rögle d'être allé le chercher parce qu'il y a vraiment du potentiel. Puis, statistiquement parlant, au niveau des stats avancées, là, il était numéro 1 partout quasiment, même offensivement et défensivement. C'est juste qu'il n'y avait pas nécessairement les points pour, mais l'avantage numérique à Joe Gardens l'année passée en national était géré par les ailiers, par les attaquants et non pas par Engstrom, par la défensive. C'était vraiment contraire à ce que la Ligue a fait, dans le fond, comme je parlais de Kapanen tantôt. C'est vraiment les ailiers qui allaient, ils amenaient ça au net. C'est rarement le défenseur qui startait le jeu, mais c'est lui qui avait la quatrième passe, la troisième passe. Fait qu'il y avait moins de points qu'Odelia, je pense 2 de moins. Mais niveau impact sur la glace, dans tous les aspects, il était numéro 1 quasiment. Engstrom, en résumé, moi, je trouve qu'il a un bon tir quand même. Il se débrouille bien avec son lancer à la ligne bleue. Amélioré. Oui, ce qui va le démarquer beaucoup, c'est au niveau de l'utilisation de l'espace à la ligne bleue. Je trouve vraiment que si son couvreur il donne un 6-7 pieds d'espace en avant de lui, il va aller se promener dans ce 6-7 pieds d'espace-là pour justement faire bouger le couvreur puis aller chercher une passe par la suite. C'est vraiment quelque chose qui fait très, très bien à la ligne bleue. J'avais remarqué, Pascal, dans un rapport que tu parlais de son jeu physique, c'était un petit peu plus difficile. Ça l'est encore un petit peu.
C'est pour ça que je crois pas que c'est un gars qui serait prêt à venir avec le Rocket tout de suite. Je pense que ce volet-là, il doit le développer encore au niveau du jeu physique, mais ça va venir. Avec l'entraînement, on le sait, Rogla, on l'a dit, ils ont des bonnes installations. Je suis pas trop inquiet. Il sera jamais un gars comme Sider, justement, jamais un gars super Non, c'est ça. physique, mais son patin fait en sorte qu'il se libère super facilement de la pression, et à 1 contre 1, avec le gap et tout, il est excellent. Fait que, selon moi, ça ne sera pas un problème. On a l'air vraiment élogieux envers lui, mais j'ai rien de négatif à dire sur lui. En plus, le gabarit est là. Il n'y a rien de négatif à dire sur lui. Moi, je le dis souvent en privé, puis je pense que souvent, c'est déjà dans un podcast. Adam Engstrom est tout ce que Mathias Norlinder aimerait être. Ouais. La stabilité avec le talent, la mobilité, puis le jeu défensif. Fait que Norlinder, quand lui va arriver, il va prendre le bord. Je pense vraiment pas que... Je pense que déjà dans l'organigramme, Engstrom est au-dessus de lui. Là. Fait que c'est vraiment un bon pic. Puis oui, on a l'air en s'emballer, mais ce qu'on voit dans la SHL et dans la nationale cette année, c'est tout qu'un joueur de hockey. Là. Puis, on va avoir la chance de le voir au championnat mondial junior. Et comme je disais dans le podcast à Étienne, dans le temps d'arrêt hier, attendez-vous à ce qu'il soit le défenseur numéro 1 pour la Suède. Peut-être numéro 2 parce que Carlia Delius pourrait le déloger. Là. Mais moi, je m'attends à ce qu'il soit le défenseur numéro 1 parce que c'est un gars qui est super fiable. Il est capable de démarrer des offensives aussi. Donc, moi, puis tu sais, la Suède a perdu énormément de défenseurs. Ils n'ont pas de vétérans. Là, tu as un gars qui est solide en SHL, qui a un momentum, que ça va bien dans sa saison. Moi, je pense que la Suède va l'utiliser beaucoup au prochain tournoi. Oui, je pense aussi. Tant mieux, sérieusement. Tant mieux. Il y a le profil pour. Et ça va être intéressant de voir Khalil Delius avec lui ou sur une différente paire, de voir la progression, de rejouer dans la même équipe, lequel va avoir plus d'impact au niveau du jeu de transition, au niveau défensif, offensif et tout. J'ai hâte de voir ça. Prochaine cible à discuter, c'est un défenseur qui a fait énormément jaser depuis son arrivée avec le Canadien. Petteri Nurmi? Non, malheureusement, ce n'est pas lui. C'est Logan Mailloux. Pascal, tu l'as observé beaucoup cette année. Je l'ai observé un petit peu, mais pas suffisamment pour faire un rapport. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Logan Mailloux? Ben, ce qu'on voit sur la toile souvent, c'est, comme j'ai dit dans mon titre, il n'y a jamais de demi-mesure. Soit que le monde le trash solidement pour des séquences vraiment précises de son jeu défensif ou de sa prise de décision quand il monte la rondelle, ou bien il l'encense pour des buts, des montées en porte-pièce qui fonctionnent. C'est jamais dans le milieu, c'est jamais des analyses constructives, c'est toujours pas lourd à lire, mais c'est tout le temps polarisant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait que chaque personne qui le décrit, c'est soit pour parler négativement de son background, ou soit pour l'over-protéger de ça, comme quoi il y a le droit à une deuxième chance. Fait que là, cette année, vu qu'il joue, c'était plus facile de l'analyser que l'année passée. Fait que là, j'ai écouté 8 matchs, 10 matchs, je m'en souviens plus. Et j'ai apprécié ce que j'ai vu. Ce que j'apprécie pas, c'est ce que le Canadien a ignoré en le choisissant lui, mais au niveau des choix au pêchage. Mais au niveau de la transition, c'est un joueur de hockey moderne, vraiment moderne, avec un gros gabarit, une bonne mobilité. J'avais vu aussi, je pense que c'est Mathias Brudin qui disait qu'il était du genre à... En fait, son patin latéral n'était pas super bon. En fait, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il ne l'utilise jamais. Tout le temps de l'avant. Il patrouille quasiment jamais la ligne bleue. C'est tout le temps... Sur l'avantage numérique, là, il fait du Suzuki. C'est vraiment ça son rôle, mais il varie tellement pas assez ses jeux. Il fait juste lancer au filet. Son lancer, il est élite. Là. Il est très lourd. Il est sec. Même s'il mesure 6 pieds 4, je pense, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Puis ça se décoche comme s'il mesurait 5 et 8. Là. C'est rapide, c'est précis. Il décoche le plus de lancers dans son équipe, de toute l'équipe. Mais il y a un des pires
pourcentage de toucher le filet, de toucher le gardien de but. Fait que, oui, il lance beaucoup. Oui, son lancer il est précis quand il y a la place pour décocher, mais il n'est pas super bon pour utiliser les écrans, pour cacher son. Tu sais, faire un petit. Je ne me rappelle pas du terme, là, mais rapprocher la rondelle de soi avant de se Un lancer. spooner, une Ouais, petite cuillère. une petite cuillère avant de lancer. Comme Caulfield fait super bien pour soit aller à gauche du patin, entre les deux patins, ou tu sais, bref. Lui, ben, il lance puis il lance. Tu sais, c'est juste ça. On dirait qu'il fait comme Sheldon Surrey. Il fait juste s'attendre à ce que son lancer soit lourd puis qu'il arrive sur le net. Il y a quand même de l'agilité, mais il y a un gros manque à ce niveau-là. Fait que le potentiel au niveau du tir est là, mais il y a du travail à faire en maudit pour que ça arrive plus sur le net. Au niveau de la vision offensive, ses décisions sont, je dirais, 50-50. La majorité du temps, il lance parce qu'il ne voit pas le jeu, selon moi. Puis des fois, il va essayer le jeu, de la transversale, ça va quand même fonctionner, mais c'est évident qu'il faut qu'il le fasse, fait qu'il le voit, tu sais. Fait que tout le hockey qui a manqué, là, je pense que ça a des gros impacts en ce moment, puis il faut se calmer. Il faut lui laisser le temps de reprendre son beat, de voir, de redevenir un joueur de hockey complet qui voit ce qui se passe, qui voit ce qui se déploie. Parce que lui, avec son physique, avec son talent naturel, il y a plusieurs affaires qu'il est capable de faire depuis qu'il est jeune. Mais là, la compétition augmente tout le temps. Les gars qui jouent contre lui s'adaptent à lui. Et lui, il a de la misère à s'adapter encore. Fait qu'il va falloir que ça vienne. Au niveau de son patin euh, de reculons, l'affaire qui m'énerve, c'est que il y a vraiment une grosse tendance pas à pincher, mais à attendre que le gars arrive pour utiliser son bâton pour le poke check. Ça fonctionne souvent, il y a vraiment un bon poke check le long de la bande, tout. Mais quand tu es dans des avantages numériques, tu ne restes pas à ta ligne bleue à attendre qu'un gars passe. Parce que tu vas te faire torcher. C'est pas comme ça qu'il faut te défendre. Faut que tu recules. Oui, des fois, tu laisses l'espace pour qu'il rentre dans les autres, mais au moins, si tu coupes le centre, bref, ça arrive vraiment souvent. C'est 3 contre 2. Il est avec son def, il recule, il recule, il recule, il stoppe à sa bleue. Puis le joueur, il va utiliser ça pour soit utiliser l'espace libre en arrière de lui avec un petit lob, ou bien juste le contourner. Ça arrive vraiment souvent, puis c'est un gros problème. Puis quand ça arrive, bien après ça, il est tout perdu pour revenir dans son rôle défensif. Il est très actif sur le piqué. À 5 contre 5, il y a de la misère en défensive. Ça, à 100% du temps, il y a de la misère. La seule affaire qui est bon, c'est pour poke-check le long de la bande. C'est un problème. Puis en piqué, je le trouve vraiment actif. Vraiment, le bâton toujours à terre, les lignes de passe. Des fois, c'est des lignes de passe que tu ne peux pas penser qu'il voit que ça. Parce que, bref, il fait comme appliquer probablement des conseils qui ont été donnés, puis il l'applique bien. Mais des fois, c'est pas tout le temps ça qu'il faut qu'il fasse. Fait qu'il applique quelque chose qu'il a appris, mais il ne l'applique pas tout le temps parce qu'il a lu le jeu. Il l'applique parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, puis il le fait. Fait qu'il y a des automatismes qui ne sont pas encore là. Fait que ce que ça fait des fois, c'est qu'il est comme tout le temps en retard. OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais il n'a pas vu le gars qui est plus là. Il a laissé un gars tout seul devant le net. Ou bien il est déporté parce qu'il pensait qu'il allait avoir un revirement. Puis il trichait un petit peu, mais ça ne marche pas. Fait qu'il y a plusieurs points négatifs, mais tu sais, le gabarit, le patin, le tir, l'impact en général. C'est un gars qui a un impact dans une game. T'sais, oui, il y a plusieurs effets négatifs, mais il y a un impact positif. Puis c'est bien, mais l'attitude des fois qu'il y a après ses buts, c'est pas mal mieux que l'année passée. Là. Puis que des fois, dans la game, il va crier « Wow! » Mais tu sais, avec tout ce qui s'est passé, là, prends ton trou un petit peu. Tu sais, oui, tu dois être confiant, là, mais fait que tu sais, l'ensemble est intéressant. Le background est un peu inquiétant, mais ce qui s'en vient, il faut qu'il soit développé convenablement. S'il s'en vient à Laval l'année prochaine, je pense qu'il peut s'en venir à Laval l'année prochaine. C'est correct, mais je le laisserai une année de plus dans la OHL. Il faut absolument. On pensait qu'elle allait être plus mature que ça, mais il a tellement manqué de hockey. Tu ne peux pas faire de coin rond avec lui. Il faut que tu prennes ton temps. C'est pas grave. Ça, on a tendance à l'oublier, dans tout le brouhaha de Logan Mailloux. On oublie que ce gars-là a presque pas joué au hockey pendant 2 ans. Puis, on parlait, mettons,
de Shane Wright qu'il n'a pas joué pendant 1 an puis que ça avait eu des répercussions sur son année de repêchage. Mailloux, ça a été 2 ans de temps qu'il a peut-être joué quoi, 20 matchs, même pas. Là. Puis même son année de repêchage, c'est pas énormément non plus. Non, Là. il a joué dans Hockey Ethan, on en a parlé Ouais. tantôt. C'est pas une ligue super intéressante puis c'est pas très fort. Là, fait que Ouais. le volume de matchs de Logan Mailloux n'est pas élevé. C'est pour ça que ce gars-là, c'est un projet. C'est vraiment ça. Puis moi, personnellement, je le retourne dans la Ligue de l'Ontario l'année prochaine. C'est même pas là. Pour moi, c'est même pas un sujet à débat. Là. Ce gars-là doit rester junior. Il doit apprendre à dominer, pas juste par moment dans un match en se servant de son lancer et en se servant de son offensive. Il faut qu'il domine plus longtemps, plus souvent dans un match, sous plusieurs facettes aussi. Pour donner un exemple, Arbor Xhekaj, l'année passée, il aurait pu jouer dans l'American Hockey League, là, dans la Ligue américaine. Puis il l'a pas fait, il est retourné dans la Ligue d'Ontario, puis ça a été une bonne décision. Il était plus près l'année passée de la Ligue nationale de hockey que Logan Mailloux l'est cette année. Au même âge, c'est le même âge. Ben, l'année prochaine, ça va être le même âge. Fait que, tu sais, ça en dit long sur Xhekaj, mais ça en dit long aussi sur l'évolution de Mailloux, qu'il faut qu'il prenne son temps. Xhekaj, il a vraiment fait boum! Il a vraiment eu, tu sais, c'est pas un late bloomer, Xhekaj. Il va plafonner assez vite, mais il va avoir un impact dans la ligue tout le temps. Tu sais, mais ce ne sera pas un gars de top 3, top 4. Mais Mailloux, s'il prend son temps et que sa courbe continue de monter, ben oui, OK, il va pouvoir peut-être atteindre une deuxième paire. Mais c'est que Xhekaj a le physique, était capable de donner des coups d'épaule, avait la mobilité pour suivre le jeu. Puis sa dernière année dans le junior lui a permis de perfectionner sa relance puis sa vision du jeu. Ce qui fait en sorte que dans la Ligue nationale, présentement, c'est pas juste un goon, c'est un défenseur qui est capable de faire de la relance. T'sais. Puis l'une des grosses qualités en offensive de Xhekaj, c'est que son tir, il arrive sur le net. Oui, il est précis en maudit. Mais ça, c'est des choses qu'à 20 ans, dans le junior, quand il y a eu plus de temps de jeu, plus d'opportunités, il a pu travailler là-dessus. C'est pas une année perdue à 20 ans dans le junior, pas du tout. Tu peux travailler des choses en surplus. C'est ça, surtout sur un défenseur. Mais là, dans le cas de Mailloux, les lacunes qu'il y a, ben, c'est au niveau de sa mobilité latérale, de la reconnaissance de ce qu'il faut qu'il fasse sur le jeu sans la rondelle. Tu sais, les points que tu sortais, Pascal, on attribue ça quand même pas mal au hockey IQ. Là, de savoir quoi faire au bon moment puis d'anticiper les bonnes choses, ça rentre dans l'intelligence hockey. C'est difficile de définir ce terme-là, mais ça rentre là-dedans. Mais c'est des choses que tu peux travailler à 20 ans. Si tu arrives dans la Ligue américaine, une ligue qui est plus rapide, plus physique, bonne chance pour essayer d'assimiler justement ces décisions-là une fois dans la Ligue américaine. Ouais, on a vu aussi quelques tweets comme quoi qui étaient trop forts pour la OHL. Non, vraiment pas. Ils ne seront probablement pas l'année prochaine non plus. Mais c'est normal, il n'a pas joué. Mais ça, ces tweets-là, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, c'est tellement regarder la situation avec des œillères. Rendu là, Pavel Mintyukov va gagner le Norris l'année prochaine, là, de la façon qu'il joue. Là. Je veux dire, il faut regarder l'ensemble. Le contexte. C'est ça, exactement. Mais tout ça pour résumer à Logan Mailloux, c'est qu'il y a des très belles choses qu'on voit présentement, mais il y en a aussi des moins belles. Puis il faut les renoter. Puis c'est pas pour descendre le kid. C'est que c'est normal. Le gars, il a presque pas joué en 2 ans. Ben oui. À un moment donné, c'est sûr qu'il va avoir des choses à corriger dans son jeu. C'est sûr. On y laisse le temps. Nous, on va continuer de le regarder, de voir sa progression. Il faut qu'il y en ait une progression aussi. Déjà, depuis l'année passée, j'en vois quand même une au niveau du piqué. Vraiment au niveau du piqué. Mais là, il faut que le reste aussi suive. Mais au moins, il y a un impact. Au moins, il y a un impact. Il faut tout le temps qu'il soit couvert parce que sinon, il te fait payer. Ouais. Changement de position complètement. On s'en va chez les gardiens de but avec mon petit Jakub Dobeš. Dobeš, il me déçoit un peu cette année, je te dirais, Pascal. En tout cas, à date, là, moi, je commence à avoir hâte que ce gars-là aille dans le hockey professionnel. Je pense qu'il a fait le tour dans NCAA. Puis je veux pas dire le mot stagner,
mais je pense que sa surutilisation dans la NCAA fait que présentement, il y a des choses dans sa technique qu'il ne peut pas corriger. Ouais. Ça m'inquiète un petit peu, ça, à ce niveau-là. Ben, je ne m'inquiète pas sur le potentiel. Je tiens à le rassurer. Peut-être qu'il va juste falloir qu'il change de coach aussi. Puis parce que des fois, quand la compétition n'augmente pas, mais tu ne te dépasses pas autant. Fait que c'est sûr que c'est pas que le challenge n'est pas là, parce que je suis sûr que c'est un compétiteur. Ah, mais sais-tu quoi, par rapport à ça, là, dans mon rapport, je me souviens, là, j'ai écrit la phrase qui était rendue, qui était confortable dans ses pantoufles. Ouais. Il est dans une zone de confort présentement que j'aime moins un petit peu, puis il y a des choses dans sa technique qui ressortent des années avec les Lancers d'Omaha. Il y a des choses que la première fois que j'observais Daubush, que je trouvais que ça, c'était un petit peu plus difficile. Son puck tracking, là, la façon qu'il suit la rondelle, là, je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de mouvements haut et bas, gauche-droite. Il va se fatiguer. Il fait beaucoup de gestes. Ouais. Puis à ce moment-là, il y a toujours une fraction de seconde en retard sur le lancer. Puis la gestion des écrans, présentement, la gestion des tirs avec des écrans devant lui, c'est difficile. Okay. Il y a beaucoup de buts qu'il s'est mis à genoux puis la rondelle était déjà en arrière, ou il était déjà à genoux puis il se fait déjouer dans le haut du filet. C'est un goaler de quoi 6 pieds 6, je pense. Il a un très, très bon gabarit. Puis je trouve que, contrairement à l'an dernier, qui goalait vraiment plus gros, plus grand devant son filet. Jouer en position plus, là. Il a retrouvé son... Avec les Lancers, c'est ça qu'il faisait, là. Il recroquevillait beaucoup sur son corps, et que ça fait que ses mitaines sont plus lentes à réagir. Je ne suis pas un spécialiste gardien de but, mais c'est quelque chose que j'ai observé des Lancers puis que je revois ressortir là présentement. Puis quand je regarde les résultats au bout de la ligne, ben, cette année, il y a des pas mauvaises stats parce qu'il goal à tous les matchs. Ouais. Mais c'est plus difficile que l'année passée. L'année passée, il était beaucoup plus calme devant son filet. Ses déplacements étaient beaucoup plus calculés, même si c'est un gardien qui est explosif et qui est beaucoup plus réflexe que robotique devant le filet. Mais cette année, je trouve qu'il y a comme la dose d'explosion de trop. Il va être déporté un peu plus souvent. Il va souvent se mettre sur les genoux pour essayer de voir la rondelle. Puis il n'est pas optimal à ce moment-là. Fait que j'attribuerais ça à la charge de travail trop élevée. Là. Il a gardé les buts toute la saison. Cette année, tous les matchs, c'est lui qui les a gardés. Snowden puis Herbst, l'autre gardien d'Ohio, ils ont gaulé des minutes. Là. Ils n'ont pas gaulé des matchs. Là. Ils ont gaulé des minutes. Okay. C'est assez intense comment ils gaulent. En entrevue, il a dit, je pense que c'était avec Guillaume Lefrançois, il a dit qu'il appréciait cette charge de travail-là, puis que lui, ça lui donnait vraiment un pep, puis c'était quelque chose qu'il appréciait. Puis c'est normal, c'est un jeune, il veut jouer, il est capable de livrer la marchandise contre des bons clubs, même s'il goal beaucoup. Là. Il a été capable d'aller chercher des victoires contre les Gophers, contre Penn State, qui sont des bonnes équipes. Oui. Je crois que c'est Penn State. Je parle vraiment à travers mon chapeau. Je n'ai pas ma feuille devant moi. Mais j'avais fait le calcul, puis contre les bonnes équipes dans le pairwise, des équipes du top 15, il avait été capable d'aller chercher des victoires. Et les matchs contre les pires équipes, c'était des matchs faciles pour lui. Fait que, à ce moment-là, c'est moins inquiétant. Mais au niveau vraiment, quand on rentre dans la technique, il y a des choses que je trouve qu'il a repris de mauvais plis que je voyais avec les Lancers qui pourraient s'expliquer, s'excuser avec le fait qu'il est beaucoup demandé devant le filet. Oui, il est fatigué. Fait que, la concentration n'est pas tout le temps là. Puis, le style papillon, quand tu ne le maîtrises pas, ben, ça prend beaucoup de ta concentration vraiment pour vraiment appliquer le positionnement. Qu'est-ce qui couvre le plus? Que, des fois, c'est OK, la puck n'est plus là, mais au moins, je suis bien positionné, fait que je risque de gagner. Fait que là, tu sais, ben là, il va essayer, comme tu disais, il va essayer de trouver la puck. C'est peut-être au niveau de la concentration, puis je pense que ce que tu dis est 100% on point. Là. Il y a beaucoup de gestuels dans son puck tracking, dans son suivi de rondelle. Puis, on le voit quand il essaye de voir la rondelle au-dessus de l'écran, il va vraiment se lever très, très haut. Puis ses mitaines sont très hautes aussi à hauteur des épaules. Fait que quand il arrive pour redescendre, c'est long. Là, c'est vraiment long. Tandis que l'année passée, tu voyais qu'il essayait de voir par-dessus les écrans, mais il gardait son positionnement initial presque intact.
OK. Puis à ce moment-là, il réagissait vraiment mieux aux tirs avec écran. Puis, tu sais, on va se le dire, les tirs directs, là, il n'y a pas grand Ouais. monde qui bat Dobush. Ah, ben, il est gros. Il n'y Hein, a vraiment pas de trouble avec ça. ouais. Mais c'est juste que quand tu arrives au prochain niveau, dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, des tirs avec écran, t'envoies en Christie. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois capable de les gérer, ces tirs-là. T'sais. Ouais, puis tu sais, il est grand, mais la majorité des joueurs aussi sont grands. Fait que probablement qu'il ne pourra plus voir les rondelles autant s'il bouge. Fait que peut-être que ça va être juste un naturel qui va rester plus en position pour jouer le style papillon. Il va toujours être un peu hybride, selon moi, là. Un peu réactif, athlétique, mais il y a un très bon potentiel. On va, comme un peu Primo, il va prendre son temps, mais je pense que le potentiel est plus haut. Ça, tu vois, quand tu dis qu'il est très réflexe explosif, c'est entièrement vrai, c'est dans son style. Puis dans l'entrevue qu'il a faite avec Guillaume Lefrançois, son entraîneur des gardiens a aussi parlé, puis il disait que le travail cette année, c'est vraiment qu'il se laisse frapper par la rondelle. Il faut qu'il apprenne à se laisser frapper par la rondelle. Puis tu vois, l'année passée, je trouvais qu'il le faisait vraiment bien. Il centrait toujours son logo devant la rondelle, puis au final, il faisait juste absorber la rondelle. Cette année, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, est-ce que les apprentissages sont plus durs à appliquer dans les matchs parce qu'il en goal beaucoup? Tu sais, je ne suis pas dans la chambre, mais tu sais, c'est un peu la déduction que j'en tire de ça, là, je te dirais. Puis j'en reparlerai par après avec Frédéric Descartes, mais ça, c'est quelque chose qui fait vraiment bien. Il y a d'autres choses qui fait un petit peu moins bien. Mais ça, absorber la rondelle, puis vraiment toujours garder le logo devant la rondelle, lui, il fait vraiment bien, pour vrai. Ces deux gardiens-là, s'ils étaient fusionnés ensemble, c'est le gardien parfait. Ouais, pour vrai, c'est capoté. C'est deux styles complètement différents, deux gardiens efficaces. Mais comme tu dis, si tu les mets ensemble, là, ça serait merveilleux. Mais ça ne marche pas de même. Non. Avant d'en venir à Descartes, on va aller vers M. Luke Tuck, que tu as observé, Pascal, petit coéquipier de Sean Farrell. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur la saison de ce gars-là qui... C'est le Lane Hudson, pas Sean Farrell. De Sean Farrell, oui. Lane Hudson, merci de me reprendre. Puis le pire, c'est que c'est lui que j'avais en tête. C'est juste que j'ai comme le listing des joueurs qu'on va parler. Là. Fait que là, ceux qui écoutent, ils savent que Lane Hudson et Sean Farrell, ils s'en viennent. Là. Le dessert s'en vient. Oui. Fait que oui, le coéquipier de Lane Hudson, Luke Tuck, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet attaquant-là, qui n'a peut-être pas les stats qui plaisent nécessairement aux gens, mais je pense que tu vas être en mesure d'expliquer. Niveau statistique, il y a une régression depuis son année de repêchage, en fait. À son année de repêchage, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait des flashs de vision assez intéressantes parce qu'il était capable d'aller en fond de zone, d'aller dans le trafic, il était capable de sortir la rondelle, de voir les lignes de passe, même s'il y avait deux gars sur lui. Il était capable d'avoir un impact physique, mais aussi au niveau de la fabrication de jeu. Puis son tir était correct, mais je ne trouvais pas qu'il l'utilisait assez. Et qui faisait... Dans le fond, il n'était pas menaçant envers le gardien de but. C'était vraiment plus comme un power forward qui devant le net, mais avec plus de vision. Première année en NCAA, ça a bien été. Très bien été. Il y avait une bonne production. Il ne se compliquait pas à vie. Il faisait vraiment comme il faisait dans les USHL avec le programme. Deuxième année, ben, c'est sûr, là-dedans, il y a toutes eu des blessures. Il y a eu des blessures, il y a eu la pandémie, il y a eu plein d'affaires, ça n'a pas aidé. Et il a comme dénaturé un peu sa façon de jouer. Il plaque plus beaucoup. Quand il plaque, il y a un impact. Il est quand même... Il a le bon timing souvent pour plaquer, mais le bon timing. En fond de zone, quand le gars il est sur le bord de la bande et qu'il frappe, il l'a bien. Mais quand il veut appliquer une mise en échec en zone libre, juste à 1 contre 1 pour... Dans le fond, quand il n'y a pas rondelle, c'est juste du one-on-one, mais il n'y a pas le bon angle, puis souvent, il se fait juste déséquilibrer un petit peu puis il ne gagne pas sa bataille. Quand la rondelle est impliquée, ça va bien. Mais quand, le long de la bande, et quand c'est en zone libre, il y a vraiment plus de misère à bien attaquer. Fait qu'il devrait mieux choisir quand est-ce qu'il utilise son physique, c'est-à-dire le long de la bande, oui, devant le net, oui. Mais quand c'est en zone libre, utilise ton bâton, utilise ton patin qui est vraiment meilleur que le monde peut penser. En ligne droite surtout, en agilité, ça va, mais c'est surtout en ligne droite qui est bon. Hughes, le DG des Canadiens, Kent Hughes, a dit qu'il avait vraiment un bon début de saison puis qu'il était content. Fait que là, quand j'avais vu ses stats, j'étais comme, ouais, OK. Il a utilisé beaucoup. Peut-être qu'il n'est pas beaucoup en piqué, par exemple, vraiment pas beaucoup.
Ce que je déteste un petit peu, parce que j'aimerais ça qu'il joue un peu plus en piqué, même si ça arrive, là. Fait que j'étais comme un peu mi-figue, mi-raisin. Puis là, j'arrive, j'écoute les matchs de Lane Hudson, puis il est complètement invisible, sauf pour un but que Lane Hudson lui a donné une style de belle passe, là. Tir sur réception, ça a fait un but. Mais là, tu sais, à mesure que la saison avance, je l'écoute, puis je comprends Hughes, parce que à 55, Toc est meilleur. Il fait des petits détails qui sont intéressants. Mais offensivement, je peux pas croire qu'il est content de ce qu'il fait. Il tire de la périphérie. Quand il contrôle la rondelle, avant, il était capable de faire des jeux, il était capable d'aller chercher les lignes de passe. Il le fait plus beaucoup. Je ne sais pas s'il y a du stress ou manque de confiance, mais j'aimerais tellement ça qu'il amène plus de trucs au filet, qu'il finisse ses actions au filet, de l'échec avant. L'échec avant, il est là. Un peu comme Snuggerud, quand il va chercher la rondelle, il est capable de faire une passe vraiment rapidement à un coéquipier libéré. Mais ça, il fait de moins en moins. Il améliore son défensif, mais l'offensive, il fait juste stagner, limite régresser. Fait que je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Puis j'apprécie qu'il joue plus pro, mais maintenant, il faut que l'offensive vienne. Est-ce que ça va être plus l'année prochaine? Est-ce qu'il va avoir un meilleur rôle? Peut-être, parce que lui, il n'est pas sur le bord d'aller dans la Ligue américaine, là. Je pense qu'il reste 1 ou 2 années, puis j'espère qu'il va toutes les passer dans NCAA, parce que c'est pas un flop, vraiment pas, c'est un joueur de deuxième ronde, mais il ressemble de plus en plus à un Micha qui peut-être ne va jamais vraiment éclore, là, qui ont été repêchés un après l'autre, là. C'est un peu tannant, mais ils croient en lui, fait qu'ils vont vraiment le développer. Mais en ce moment, je ne peux pas dire que je suis emballé par lui, alors qu'au repêchage, j'étais content qu'il s'ajoute parce que ce profil-là était quand même assez rare. Je le voyais vraiment comme un gars 20 buts, 20 passes au niveau de la troisième ligne, capable de remplacer sur le premier ou deuxième trio à l'occasion, puis de jouer ses avantages numériques. Mais là, je commence vraiment à douter. On verra bien, ça fait juste 2 ans qu'il est avec les Canadiens. Là, fait que, on va espérer que ça aille mieux. 3 ans, en tout cas. Quand tu as dit c'est pas un flop, Luke Tuck, j'allais rajouter, mais c'est pas un vol. Non, vraiment pas. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, il y en a certains qui parlaient d'un vol. Puis c'est dangereux d'avancer ça quelques semaines après le repêchage parce que la progression, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Le profil ou qui était classé par des experts, je peux comprendre que le monde, des fois, va dire vol parce que tout le monde le place 30e, 33e, au début de la deuxième, puis il sort fin deuxième ou bien milieu. C'est un vol, il y a vraiment le profil pro. Oui, mais il faut quand même qu'elle. C'est pas pour rien qu'elle est descendue. Il faut tout le temps se poser des questions. Puis personnellement, c'est ça. En tout cas, j'espère que ça va bien aller, mais je suis très, très, très mitigé par rapport à Luke Tuck. On verra bien, là, mais je ne tomberai pas de ma chaise s'il ne fonctionne jamais. Là. All right. On va revenir à la position de gardien de but avec Frédéric Descaux, qui, lui, il est complètement aux antipodes d'Aubush, pas juste dans le style, mais aussi dans la charge de travail. Géographiquement aussi. Géographiquement aussi, oui. Descaux joue présentement comme deuxième gardien en SHL à Frölunda, puis il a gardé les buts pour 11 matchs cette année. Puis ça inclut la SHL, la Champion League, puis 2 matchs à la Germany Cup pour le Danemark. Donc, c'est 11 matchs au total pour Descaux cette année. C'est vraiment pas beaucoup. Puis, je pense que c'est quelque chose, justement, tant qu'à œuvrer comme deuxième gardien en Suède, j'aurais quasiment aimé ça qu'il soit à Trois-Rivières. Si Joe Verbetic est capable de faire le saut à Trois-Rivières, je pense que Frédéric Descaux aurait été capable, puis il aurait eu un volume de jeu plus intéressant, je crois, pour son développement. C'est pas mauvais de se développer en Suède, là, on s'entend. Il peut arriver n'importe quoi. Frölunda peut échanger son gardien numéro 1, puis subitement, Descaux devient numéro 1. Ça peut arriver, puis on va le souhaiter parce que ce gars-là, il faut qu'il goal des matchs. Il faut qu'il en goal. Son contrat, il va jusqu'à où, sais-tu? J'ai cru lire que c'était encore pour 2 ans. Mais ça, là, j'avance ça vraiment. Je me fie strictement à ma mémoire, là.
Puis des fois, ma mémoire n'est pas yob-yob. Fait que... mais pour en revenir à Descartes, tu sais, 2024. C'est 2024. 30 avril 2024. C'est ça. Mais je pense même que je l'avais écrit dans mon rapport, puis tu vois déjà, je m'en souviens même plus. Niveau technique Descartes, j'en parlais tantôt, mais c'est vraiment un gardien qui s'applique à se mettre devant la rondelle, vraiment à se laisser frapper avec la rondelle. Moi, le premier match que j'ai regardé de Descartes, j'ai été tout de suite frappé par le fait qu'il absorbait toutes les rondelles et qu'il ne donnait pas de retour. Sa gestion des rebonds était excellente. Si la rondelle tombait devant lui, il ciblait rapidement pour la geler. C'était un gars vraiment qui tuait le momentum de l'autre équipe avec des arrêts. Quand on parle d'absorber la rondelle, là, pour eux qui ne réussissent pas à se mettre une image, là, Vasilevski est un gars qui absorbe hyper bien les rondelles. Ouais. Vraiment gros. Poup, on dirait que c'est jamais compliqué. Price aussi, mais vraiment, Vasilevski était meilleur que lui pour ça. Vraiment, il est meilleur que lui pour ça. Il est vraiment pour absorber les rondelles, puis tout être gros devant le filet, puis les angles ne sont jamais ouverts. Enfin, désolé. Ouais. Non, mais c'est vraiment une bonne intervention. Pour vrai, dans le fond, c'est ça. C'est au lieu de se fier à tes gants pour aller chercher la rondelle, vraiment chasser la rondelle, il va se laisser frapper avec son chest. Puis, avec les pads si le tir est par terre. Puis même avec ses jambières, pour vrai, Descartes, il dirige très bien les tirs vers les coins, vers les zones moins dangereuses. Fait que c'est intéressant pour ça. Les red flags, les choses à améliorer peut-être à son niveau que j'ai observé dans les matchs que j'ai vus, c'est vraiment au niveau de son explosion. J'ai trouvé que sur des... Puis là, tu sais, des tirs sur réception, sur des passes transversales, c'est des beaux jeux, puis c'est difficile pour les gardiens. Ça, j'en conviens à 100%. Ce que j'aime moins dans la technique de Descartes, dans cette facette du jeu-là, c'est qu'il a plus tendance à se laisser tomber par terre puis glisser un peu que vraiment de pousser vers le gars qui est libre puis vraiment affronter le lancer. C'est vrai. Puis il y a beaucoup de buts qui se sont inscrits contre lui de cette façon-là. Est-ce que c'est un problème au niveau de l'anticipation, au niveau de savoir que le gars est peut-être là? Est-ce que c'est un problème aussi de volume de match? Parce que, à un moment donné, quand tu goals jamais, peut-être que ton explosion a tendance à diminuer aussi. Je ne sais pas. C'est juste un problème que j'ai identifié et que j'aimerais quand même voir une progression à ce niveau-là cette année. Puis, tu sais, la position de gardien de but, là, il y a un bon aspect d'intimidation. Ouais. Quand ça a de l'air facile, puis qu'un but n'a pas de l'air de te déranger, tu joues dans la tête des adversaires, vraiment. Puis Descartes, souvent, comme tu dis, il se laisse glisser, il se laisse tomber un peu, puis il a un but, puis il reste à terre. Il reste à terre couché, puis il regarde un peu partout, puis là, il se lève, puis il prend sa gourde, tu sais. Ça laisse croire que tu n'es pas super confiant, puis que ça t'a fait chier en maudit, que ça rentre, puis que tu es déçu de toi. Fait que tu as un aspect mental, mais tu n'es peut-être pas là, tu as peut-être perdu quelques points pour le restant de la game. Contrairement à des gardiens de but d'expérience, il y a un but qui rentre, pas grave. Tu fais ta petite routine, tu enlèves la neige dans ton demi-cercle, tu prends ton chose, tu prends ton eau, tu craches ton eau, puis tu continues, puis tu es déjà en place. Fait que, c'est peut-être ça aussi qui a amélioré un petit peu au niveau de l'expérience. Laisse-toi pas abattre par un but, relève-toi, puis mets-toi en position déjà pour la mise en jeu. Puis tu vois, Dobush, lui, quand il se fait scorer, c'est pas genre je continue ma routine puis je passe à autre chose. Oui, il passe à autre chose, mais il a l'air en sacrement de se faire scorer. Puis tu le sais que le shot d'après, non, ben pas au point de casser son bord. Ça c'est moi quand je goalais. Un mauvais but, là, ça se pouvait que ça me coûtait un bâton. Ouais, moi aussi, quand j'étais jeune, c'était ça aussi. Mais non, Dobush, lui, c'est vraiment. Le prochain tir, là, mon petit maudit, là, il va être arrêté. Tu ne me scoreras pas la prochaine fois. Puis ça sent ça dans l'attitude, là, ça sent vraiment du côté de Dobush. Un peu moins dans le côté de Descartes. Mais tu sais, je peux pas aller dans le sens que c'est un problème d'attitude. Je connais pas le joueur. Non. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut voir à même la patinoire en observant un match.
C'est peut-être juste un détail. Peut-être qu'il est comme genre, ah merde, c'est comme fuck. Peut-être que c'est vraiment pas grave pour lui, mais juste qu'il soit à terre couché et qu'il ne se relève pas rapidement, c'est comme. Mais tu sais, c'est dur, là. C'est dur pour un gardien d'aller chercher cette confiance-là puis cette constance-là. C'est les deux pires affaires à aller chercher comme gardien. Parle-en à Primo. Oui, mais tu goals 11 matchs dans l'année. Ouais. Comment veux-tu aller chercher cette confiance-là? Il donne à peu près 3, des fois 4 buts par match d'écart, puis en goal 11 dans l'année. C'est où qu'il va aller chercher cette confiance-là? C'est pour ça que moi, j'ai vraiment hâte de voir ce gars-là soit passer en Amérique du Nord ou obtenir plus de responsabilités. À la limite, cette année, ça y aurait fait du bien de rester dans la Allsvenskan. Ouais. À l'inverse d'Engstrom, mettons. Là. Je pense que Descartes, ça y aurait fait du bien de rester dans Allsvenskan. Ben, se faire transférer dans une autre équipe qui vont le faire jouer comme un A ou un B. Oui, aussi. Puis, 2 tiers des matchs. Oui. Puis, en terminant, là, la dernière petite lacune que j'ai observée, beaucoup de tirs aussi dans le haut du filet qui passent. Ouais. J'ai l'impression que c'est dans son positionnement initial, ses gants sont peut-être bas un peu. Encore là, je ne suis pas un spécialiste, c'est juste une observation que je livre. Mais quand je prends l'observation que ses gants sont bas, puis que là, je regarde plusieurs matchs, puis qu'il y a beaucoup de tirs qui passent dans le haut, au-dessus de ses épaules, je me dis peut-être qu'il y a une petite fraction de seconde qui manque à ce niveau-là. Au moins, il absorbe bien quand il arrive celui-ci. À travers ça, au moins, c'est un problème de moins, mais c'est les réflexes. C'est juste apprendre un peu ce que Dobeš maîtrise, c'est-à-dire le réflexe pour bref, les bras et tout. Là. Ouais. Ça serait un gardien parfait, les deux ensemble. Vinny. C'est juste le Finlandais. Pouh, putain. Ouais. On a gardé un petit dessert pour la fin de l'épisode. On s'est gardé 3 joueurs que je sais que les auditeurs apprécient, je sais que les partisans apprécient beaucoup. On start ça tout de suite avec Lane Hutson. Est-ce que Lane Hutson, Pascal, est le prochain Cal McCarr, le prochain Adam Fox, le prochain Bobby Orr? Non, c'est pas... Ouais, c'est ça. Non, mais il produit fun. comme un fou, c'est ça. C'est le fun de voir ça, c'est le fun. Il est le fun à voir jouer, sérieusement. Comme l'année passée, il a été capable de transposer son jeu de l'année passée à cette année. C'est quand même un niveau qui était habitué, parce qu'il ne veut pas, le programme américain joue contre des équipes de la NCAA, puis il était capable d'être des fois le meilleur joueur sur la glace, puis ben, il le fait encore là, puis encore plus de constance dans son jeu. Il contrôle la puck vraiment beaucoup en transition. Il est excellent. Dans sa zone, il est combatif. Oui, à 1 contre 1, c'est sûr que quand le gars il joue physique, c'est tannant. Il va perdre ses batailles. Mais il ne perdra pas la 2e ou la 3e. Il va se faire passer dessus. Il va rouler. Son bâton va toujours être présent dans les jambes de son adversaire, ou bien il va lever le bâton. Très souvent, il va aller chercher la rondelle à la 2e ou la 3e bataille parce qu'il n'a jamais lâché. Si vous vous souvenez, l'année passée, au championnat du monde junior, si je me souviens bien, ou c'était au U18 contre Kulich, là, contre la Tchéquie. Ouais, c'est au 18. Il avait raté son pivot, une chose qui a amélioré cette année. Il y a encore des petits problèmes des fois, mais je trouve vraiment que c'est amélioré. Il était à la ligne bleue adverse. Kulich fait un revirement, la rondelle part vers l'attaque. Kulich accélère. Lane Hutson rate un peu son pivot, prend du retard, mais ne lâche jamais. Vole la rondelle en échappée à Kulich, va la prendre en arrière du filet, puis relance l'attaque. Ça démontre la combativité de Lane Hutson. Puis cette année, c'est encore ça. Puis en plus, il dirige l'attaque d'une équipe de NCAA. Donc, il doit avoir 18 ans. C'est tout le temps quasiment le meilleur joueur de son équipe. Il dirige ça d'une main de maître. J'aime beaucoup. Ma voix commence à perdre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ma voix commence à foutre le camp. En transition, j'aime bien le fait qu'il va vraiment utiliser des fois son patin juste pour geler le gars, le premier adversaire dans le fond qui va sur lui. Ça arrive vraiment souvent. C'est sûr qu'il va perdre la rapidité, mais je pense que ça va quand même bien se transposer au niveau de la NHL parce que ça se fait fluidement. Puis juste de se débarrasser d'un joueur de même, oui, tu vas moins vite, mais tu as tellement de l'espace des fois que ça va quand même bien. Je pense pas que ça va être un problème. Ce qui m'énervait au début de la saison, c'est que souvent, il allait faire une combinaison de gestes
de main, d'épaule et de tête. Vraiment, il faisait vraiment des affaires. En tout cas, le monde qui écoute en audio, ça vous le verrez pas, là, mais on dirait vraiment qu'il shakeait avec la rondelle en attendant que le gars devant lui fasse un geste. Mais ce que ça faisait, c'est que ça donnait beaucoup de temps au gars de venir vers lui. Il fallait qu'il réussisse sa feinte parce que c'est pas un gars qui a une mobilité de fou au niveau de l'explosion. Fait que, tu sais, de faire comme, mettons, Logan Cooley, c'est-à-dire des wrap-around puis des affaires de même vraiment rapidement, alors que le gars, il est juste à 2 mètres de toi. C'est pas aussi explosif, mettons. Il est capable, mais c'est pas aussi explosif qu'un gars comme Cooley ou comme Makar, mettons. Il faisait ça, fait que ça donnait le temps au gars d'aller vers lui. S'il réussissait à le feinter, mais ça donnait aussi le temps à l'autre, parce que ça ne faisait pas rapidement. Ça donnait un autre gars pour venir voler à la puck, puis là, il la perdait. Là, en ce moment, ce qu'il fait, c'est vraiment une feinte. Si ça ne fonctionne pas, il se débarrasse de la rondelle ou il envoie un coéquipier. C'est une petite feinte c'est vraiment juste une petite feinte d'épaule ou de main pour voir s'il gèle, s'il est capable de le contourner. Si ça ne fonctionne pas, il ne force pas le jeu pour faire un revirement. Ça, c'est un gros gain dans son jeu. Il faisait déjà un peu en début de saison, mais c'est vraiment plus récurrent. Il a comme quasiment enlevé tout son petit shakeage de puck. Niveau d'offensive, son tir est bon, mais j'aimerais vraiment une prise de force par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de ses buts qui scorent en avant du net. C'est vrai le pire, pareil. Il va dans l'espace libre, il les attaque. Surprenant, hein? Puis des fois, il va dans l'espace libre. Il y a le goaler à sa merci. Il l'a envoyé à un gars libre en arrière d'un défenseur, en arrière du net. Boum, ça fait un but. Il voit tout. Fait que, passeur élite. Ouais, passeur élite. On le dit vision depuis élite. passé. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit il est pas bon dans sa zone. Puis on dirait que c'est genre le genre de phrase typique comme Mailloux, comme on dit, il est vraiment bon en offensive, mais il n'est pas bon dans sa zone. Ouais, mais pourquoi? Comme tu dis souvent, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans sa zone? Lennoxson est bon dans sa zone. Il est capable de jouer dans sa zone. Il est effectif dans sa zone. Il a un bon bâton. Il voit les jeux. Il anticipe. Je ne vois pas où que quelqu'un peut dire qu'il est mauvais. Oui, à 1 contre 1, il va se faire passer. Des fois, c'est normal. C'est encore un gars jeune, c'est un gars surtout offensif. Mais moi, je vois quand même plus two-way que Petrie, mettons. Hein? Voilà. Ça, c'est dit. Mais non, moi aussi, les quelques matchs que j'ai, puis j'en ai pas regardé beaucoup, là, c'était surtout en indirect. Puis, tu sais, j'étais allé voir, surtout, Hudson, cette année, je l'ai plus regardé en séquence avec le rapport hebdomadaire que je fais. Parce que, tu sais, je sais que c'est un gars que, tu sais, on se cachera pas, là, c'est un gars qui est quand même aussi beaucoup mis de l'avant avec les faits saillants, puis tout ça, là, fait que, j'essaie d'aller comprendre un peu est-ce que le hype vaut la peine. Puis oui, le hype vaut la peine. Au niveau offensif, c'est impressionnant ce qu'il fait présentement. Fait que j'ai été plus voir des séquences que des matchs complets de lui. Puis moi, présentement, ce qui m'a frappé le plus, c'est sa capacité à transposer son style de jeu du programme vers la NCAA. On le sait, l'année passée, il a joué contre la NCAA, puis il était capable de se débrouiller contre la NCAA. Mais avec le programme, il y avait quand même des éléments assez élites avec lui. Là, quand tu as Snuggerud, Cooley, tu as Nazar, tu as Howard sur la glace, Casey, pas que c'est plus facile, mais tu as du monde pour te backer, puis tu as du monde aussi pour créer de l'offensive. Fait que là, c'était de voir, est-ce qu'en NCAA, avec un club que des fois, ben, il va peut-être avoir le 2e, 3e trio de son équipe qui sera peut-être pas aussi élite que ce qu'il y avait l'année passée. Est-ce qu'il va être capable d'avoir un impact aussi? Puis il est capable. Fait que c'est vraiment plaisant de voir ça cette année là, pour lui. Là. Ah, exact. Puis moi, je le vois pas dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale de hockey l'année prochaine. Non, moi non plus. L'année d'après, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse le saut puis qu'il ait déjà un impact à sa première année. Est-ce que ça va être dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale? Je ne sais pas. Mais s'il arrive en même temps que Mailloux, mettons, dans la Ligue américaine, ça ferait un beau duo, selon moi. Selon moi, ça ferait un beau duo dans la Ligue américaine, même s'il va souvent avoir des vétérans et tout. Là. Dans la même année, tu as Decal, tu as Daubush à Laval, tu as Mailloux. Ça commence à être intéressant. Là. Je pense que notre accréditation vaudrait la peine. Petteri Normie aussi, qui va sûrement s'en venir aussi éventuellement. Ah ouais, j'ai hâte. Là. Engstrom, mais Normie, il est vraiment pas mauvais. Ouais, je sais. Je vais l'acheter sur ta liste. Et puis après ça, Engstrom aussi. Fait que tu sais, il y a plein d'autres jeunes qui vont s'ajouter. Ils ne joueront pas tout de suite comme dans le national, comme Slavkovski, Chekai, Harris.
comme cette année. Parce qu'on se disait qu'à Laval, ça allait être malade cette année. En fin de compte, ils sont tous à Montréal. Il y a Joshua Roy aussi qui va arriver éventuellement. Fait que non, ça s'en vient. Depuis tous les années, il va y avoir de quoi d'intéressant au camp d'entraînement, puis aussi dans la saison de Ligue américaine. Fait que, Kidney, il y en a plein. Ouais. Plein. Puis tu vois, j'ai un texte en préparation en lien avec le sondage que j'ai fait sur Twitter. Sur Twitter, j'avais demandé aux gens de me dire c'était qui les équipes qui développaient bien selon eux dans la Ligue nationale. Ce qui est sorti, c'est Dallas, Tampa Bay puis Détroit. Moi, je pense qu'il n'y en a pas un pour le Canadien. Hein. Je pense Non, qu'il n'y en a pas un pour le Canadien. Mais ça s'en vient. Mais c'est ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis l'analyse que je faisais, c'est combien de joueurs présentement sont issus du repêchage dans l'alignement, puis combien de joueurs ont aussi servi à aller chercher des joueurs d'impact pour l'alignement. Bon angle, c'est important. Ça, c'est important. C'est important de développer des espoirs pour ensuite les utiliser puis aller chercher un gardien numéro 1, un corps arrière. C'est ça. Ouais. C'est des joueurs comme ça, c'est important. Fait que, tu sais, on nomme des joueurs depuis tantôt, on a tous hâte de les voir à Laval, puis effectivement, on a tous hâte de les voir à Laval, mais il ne faut pas se surprendre qu'à peu près 50% de ces espoirs-là ne se rendent jamais avec le Canadien. Sauf que si, là, c'est vraiment du name-dropping, j'ai pas d'informations, je veux pas que personne parte en peur, là. Mais si un jour, Riley Kidney puis Joshua Roy nous permet d'acquérir un ailier de 80 points avec un choix de première ronde, mettons, un Roy, défenseur Kidney, droitier. Ou un défenseur droitier, ou un gardien d'avenir de 29 ans implanté dans la Ligue nationale, ben, puis ces gars-là vont s'être développés dans la hiérarchie du Canadien tout le long. C'est une mission accomplie. C'est vraiment ça. Puis Tampa Bay, je ne veux pas spoiler mon texte, mais Tampa Bay ont été solides pour ça. Des joueurs d'impact qui sont allés chercher avec des joueurs qu'eux-mêmes ont développés, puis ils ont quand même 48% de leurs joueurs présentement qui sont issus du repêchage. Quand même. Ils sont solides. C'est qui déjà qui sont allés chercher à Chicago l'année passée? Brandon Hagel. Ouais, lui, tu sais, Chicago, c'est juste c'est un très bon exemple, tu sais, que ils l'ont pas repêché, mais ils l'ont signé, puis ils l'ont développé, bang, ils l'ont monnayé, là, tu sais. Ils ont développé Mathieu Joseph, puis il a été utile, là, Mathieu Joseph, avec le Lightning. Ils l'ont échangé pour des raisons salariales contre Nick Paul, qui ont signé pour vraiment plus longtemps à un salaire annuel presque équivalent à Mathieu Joseph. C'est ça. Mais c'est à ça que ça sert aussi de développer des espoirs. Il n'y aura pas 100% des espoirs qui vont jouer avec le Canadien, c'est sûr. À la date, je n'ai pas fait l'exercice qui, dans la Ligue nationale, en a le plus, mais Détroit a 50% de ses joueurs qui sont issus de leur repêchage. Puis je pense que ça risque d'être pas mal le maximum. Je vais continuer de faire l'exercice, je n'ai pas fini. Mais c'est ça, c'est que des espoirs, il faut que tu les développes sur le sens du monde. Tu ne sais jamais quand tu vas en avoir besoin d'un transaction. Exactement. Je suis 100% d'accord avec tout. Tu sais, quand tu es acheteur, tu es acheteur. Ouais. Tu as de quoi à donner. Puis le CH va être acheteur un jour. Oui. C'est sûr. Avec le noyau qui se construit présentement, il faut que tu continues de développer tes espoirs pour que le moment où tu vas devenir acheteur, tu aies de l'argent à dépenser. Exactement. Tu sais, les défenseurs gauchers, on en a pas mal. Puis éventuellement, ça va être une denrée qui va se monnayer. C'est sûr et certain. C'est comme ça parce qu'il n'y a aucun de ces défenseurs-là. Tu sais, Goulet, je l'aime beaucoup, là, mais c'est pas un gars qui va diriger une offensive. C'est vraiment pas ça. C'est le gars qui va appuyer les gars qui dirigent l'offensive. Mais il n'y a personne en ce moment, à part peut-être Hudson, qui peut diriger l'offensive dans l'organigramme défensif du Canadien. À part si Hudson joue à droite. Là. C'est peut-être un de ceux-là qui va servir avec un choix de premier ronde ou un ailier genre Roy, Kidney, Beck. Peut-être Beck, là, ça se peut que ce soit lui, là, qui soit envoyé contre un défenseur droitier de première paire ou de top 3. Tu ne peux pas toujours aller chercher des Justin Barron, que peut-être que s'il prend une bonne tangente, il va être capable de jouer un rôle. Non. Si tu veux aller plus loin que ça, il faut demander que tu monnaies tes choix, tes jeunes joueurs. Tu ne peux pas toujours faire des 1 contre 1 joueur national. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que la nouvelle Ligue nationale fonctionne. Puis je ferme la parenthèse parce que c'est un sujet qui est intéressant. Puis justement, j'ai hâte de sortir mon texte là-dessus. Mais je ferme la parenthèse en disant que Montréal a développé un certain défenseur pendant 2 ans dans son alignement pour finalement l'échanger contre le futur deuxième centre de l'équipe. Exact.
Fait que, tu sais, il ne faut pas aller chercher plus loin. L'échange de Romanov, c'est ça. C'est du développement d'espoir à même l'organisation que finalement tu utilises pour aller chercher un gars qui va te servir à une position qui était précaire présentement. Puis là, Dak, il est très bon à l'aile. Puis Crime, s'il reste à l'aile, finalement, ben, ce sera ça. Puis ça va de, tu sais, ton trio Suzuki, Caulfield, Dak va peut-être être ton premier trio pendant 10 ans. Mais ça va avoir été à cause que tu as développé Romanov sur le sens du monde puis qu'il y avait la valeur marchande nécessaire pour en venir à ça. C'est important. Fait que, bref, belle petite parenthèse. Ouais, c'est un bon petit sujet. Ouais. Sean Farrell, ça, c'en est un autre, un espoir qu'on adore et qu'on continue d'adorer. Et qui progresse tout le temps. Qui progresse tout le temps. Moi, cette année, j'ai été très satisfait des matchs que j'ai regardés de lui. Je parlais d'un meneur prêt pour le hockey professionnel. Oui, il est prêt. Il est prêt. Ça crève les yeux. Il est prêt, puis plusieurs entrevues ont montré, ses coachs sont d'accord là-dessus. C'est un gars qui a du leadership. Il est capable de donner de l'énergie à son équipe, tant en jouant au hockey qu'en se faisant un peu aller le mange-patate à la glace. C'est un gars qui montre l'exemple aussi dans son équipe. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je pense vraiment que Farrell va finir la saison avec Laval. J'espère quasiment que Laval fasse les séries pour le voir dans un contexte. Ouais, moi aussi, on verra. C'est ça. J'ai tellement hâte de le voir chez les professionnels, ce gars-là. Sérieux, c'est un excellent joueur de hockey, même s'il est petit. J'ai aucun doute. Comme avec Hudson, j'ai aucun doute que ce gars-là va avoir un impact dans la ligue. Je ne sais pas pourquoi, c'est un feeling. Son nom est cool. Mais tu vois, moi, tu sais, Matthew Coronato, moi l'année du repêchage à Farrell, je ne l'ai pas observé. Je l'ai observé l'année d'après en regardant Coronato. Ouais. Puis ce que je mentionnais, c'est que moi, Coronato, je l'aimais bien. Je l'avais classé en première ronde parce que je trouvais qu'il avait un tir élite, tout ça, mais un des red flags que je soulevais de Coronato, c'est que souvent, il avait tendance à contourner pour aller prendre ses tirs, qui gagnerait plus à aller percer dans l'enclave. Ça, là, Farrell, il le fait tellement. Ouais. Puis, non seulement c'est récurrent, mais il le fait bien aussi. Chaque fois qu'il va avoir une parcelle d'espace dans l'enclave, il va aller la chercher pour prendre un tir ou pour attirer les défenseurs puis finalement faire une passe. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me démontre que dans le hockey professionnel, il va être capable de faire ça. Puis son anticipation est encore, pour moi, élite. C'est un gars, oui, un petit gabarit. Il est capable de se protéger sa patinoire. Le long des bandes, dans une entrevue, il disait que c'était quelque chose qu'il voulait travailler au niveau de son jeu physique puis tout. Moi, personnellement, de tous les matchs que j'ai regardés de Sean Farrell, je n'ai pas trouvé que son jeu physique était problématique dans ses batailles à 1 contre 1. C'est un gars qui est capable de gagner des batailles. Peut-être qu'il pourrait en gagner plus en gagnant de la puissance. Je pense que c'est un peu ça qu'il voulait dire aussi. Ouais, parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. Dans NCAA, c'est pas la place pas la plus difficile, mais c'est pas junior A. C'est ça. Tu peux pas tout le temps gagner tes batailles dans les hockey professionnels avec des 360 ou des petites feintes ou juste d'aller bas. Non, faut que tu absorbes. Il faut que des fois que pas tu renverses, là, mais il faut que tu sois fort. Oui, puis mais tu vois, moi je trouve que son approche à la rondelle, son approche à la bande est quand même assez bonne. C'est quelque chose qu'on soulevait dans USHL, c'est quelque chose qui fait encore bien dans NCAA. Il est capable de séparer la rondelle de son joueur adverse avec son corps, même s'il est petit, parce qu'il reste quand même avec une base de gravité assez basse. Ouais. Un centre de gravité bas, c'est ça. Puis ça, il l'utilise bien. La seule portion de son jeu physique, moi, que je pense qu'il pourrait améliorer, c'est dans ses confrontations 1 contre 1 quand c'est lui qui a la rondelle. Quand il essaye vraiment de déjouer un défenseur man-to-man en contre-attaque, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Mais tu sais, Farrell a des Christy de bonnes mains. Ouais. Fait qu'il est quand même capable, même s'il rate sa feinte ou si physiquement il n'est pas capable de passer le défenseur, de juste faire un petit tip-in, juste de pousser la rondelle un peu, puis
avec son agilité, il va être capable d'aller rechercher la rondelle. Mais tu vois qu'au niveau physique, quand il essaie de confronter les défenseurs en contre un, c'est un petit peu plus difficile Ouais, il présentement. n'est pas 100% confiant, probablement. Là, puis c'est normal. Non, c'est ça. Ça va venir avec le temps. Si on regarde Caulfield, mettons, il n'y a pas besoin de ça pour se démarquer. Farrell n'est pas le potentiel de Caulfield. C'est pas ça que je dis. Caulfield, peu importe. Mais c'est le même genre d'habilité qu'il va falloir qu'il développe, d'être capable d'utiliser les espaces libres, de se faire oublier. Mais que Farrell transporte plus souvent la rondelle, vraiment. Ouais. Ces entrées de zone, là. Ouh. Ah ouais, c'est un des meilleurs espoirs. C'est un des meilleurs espoirs que j'ai vu à ce niveau-là. Ouais. Le slingshot, le monde, il arrive dans la zone nulle, puis il envoie la rondelle le gars en arrière. Mais le gars en arrière, c'est tout le temps Farrell. Ah ouais. Puis il va où il y a de la place. Il utilise ce que l'adversaire il donne, puis il exploite. Enfin, il l'utilise pas, il l'exploite super bien. Il voit le jeu devant lui. C'est vraiment ça, je pense que c'est sa meilleure qualité. Son analyse, puis son temps de réaction, c'est court, puis c'est... Tu sais, Shane Ryan, l'année passée, je disais qu'avant qu'il reçoive la rondelle, il est capable de savoir où l'envoyer. Farrell, c'est pas ça. C'est vraiment différent comme joueur de hockey. Il aime vraiment mieux attirer les gars à lui, transporter la rondelle, laisser ses joueurs se libérer, les attirer l'adversaire, puis après ça, les exploiter. C'est vraiment plus ça. C'est plus flashy. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais c'est plus flashy, puis ça attire l'œil. C'est à tous les matchs, c'est tout qu'un joueur de hockey. C'est dommage qu'il ne passe pas RDS comme il le passait avec Cole Caulfield, mais en tout cas, c'est tout qu'un joueur de hockey. C'est la définition même de la rondelle lui colle sur la palette. C'est pas mal Sean Farrell, ça. Puis il y a un bon tir en plus. Ouais. Il y a tout sauf le gabarit. C'est vraiment ça. Ouais. Le dernier et non le moindre, représentant de la Slovaquie au championnat mondial junior, un gars qui a fait un passage d'un match avec le Rocket de Laval. On en a déjà parlé dans le podcast où on parlait du Rocket. J'en ai parlé dans des textes aussi. On va se concentrer sur ces matchs présentement dans le junior. Philippe Méchard avec les Rangers de Kitchener. Tu as eu la chance de le regarder, Pascal. J'ai eu la chance aussi de le regarder. Je vous invite aussi, ceux qui écoutent, d'aller consulter le rapport d'observation de Méchard sur toutsurlehockey.com. C'est Seb Gagné qui l'a produit. Donc, on va lui donner le crédit pour le texte. On ne s'appropriera pas non plus ce qui a été dit dans son texte. On va fournir nos analyses personnelles. Pascal, début de saison satisfaisant pour Méchard. Est-ce que ça répond aux attentes, à ton avis? Ben, le début de saison, ça a été explosif. Après ça, il y a eu une période à vide. Ouais. Puis là, il commence à trouver de la constance. C'est vraiment ça. C'est la constance qui est importante pour lui. Parce que quand il est sur la glace, tu le vois, il est capable de dominer encore plus que ça, le jeu, de contrôler le jeu encore plus que ça. Parce que souvent, il va être plus le gars qui va avoir un impact ponctuel, va faire la passe importante, qui va faire le jeu défensif qui est important, qui va faire le tir, qui va faire le but. Mais c'est ailleurs, c'est à 100% dans le jeu. J'aimerais qu'il y ait tout le temps un impact. Dans le hockey professionnel en Europe, il était bon en défensive, mais il était tout le temps en périphérie, jamais impliqué à un contre un. Puis c'est un peu ça que je vois dans sa zone. En offensive, il va dans les zones payantes, il va dans le trafic, c'est correct. Même si j'aimerais qu'il le fasse encore plus, comme on a vu en pré-saison. Mais là, c'est plus... Je veux qu'il y ait de la constance dans son jeu. C'est vraiment ça. Ça s'améliore. Il est très utilisé, un expert de l'avantage numérique. Je veux le voir plus tirer au but. Je veux pas qu'il flash. C'est pas un gars qui va avoir 2 points par match, comme on aurait pu penser en début de saison. En plus, là, ils ont perdu un bon joueur offensif cette semaine. Là, je sais pas. C'est comment son nom? C'est pas Spinner. C'est en tout cas. Sprinner, en tout cas. Je me rappelle plus, ils l'ont échangé. Sprinner, il joue pour. Non, c'est pas Sprinner, mais c'est un nom qui a. Serpak. C'est ça, je me rappelle plus. Bref. Qui était super bon, c'est le numéro 19 en tout cas. Qui était super bon avec eux autres. Mais là, ils perdent un gros morceau. Je ne sais pas si Méchard va avoir plus de temps de jeu. J'espère que oui. Parce qu'il me semble que ce joueur-là, il joue au centre. Fait que ça se peut très bien que là, il y ait plus de temps de jeu au niveau du centre. Je l'espère, parce qu'il est là pour se développer. Il y a 22 points en 17 matchs, je pense, 10 buts, ce qui est quand même pas mauvais, on va se dire.
C'est un gars discipliné et tout, mais il est plus 0. Fait que, tu sais, c'est la statistique la plus importante, plus 0. Je dis plus 0 parce qu'il est marqué plus 0 dans ce que j'ai dans ma face. Là. Il est 0. Ouais, c'est ça, mais il est moins 0 aussi en même temps. Ouais, c'est ça. Il est tout. Non, j'ai juste lu ce que j'avais dans ma face. Mais c'est ça. Fait que, il faut juste qu'il continue à s'habituer, puis à prendre la masse, puis à avoir un impact à tous les présences. Parce que c'est pas encore le cas. Mais ça va quand même bien. J'ai un sentiment positif par rapport à lui. Offensivement, j'ai rien à dire. Il nous montre ce qu'il est capable de nous montrer. Moi, c'est peut-être au niveau de son aptitude à développer une game pro que moi, j'ai des attentes à ce niveau-là cette année. C'est quelque chose qui a été identifié par l'organisation. La raison pourquoi on l'a envoyé dans la Ligue de l'Ontario, c'est que physiquement, il n'était pas prêt au hockey professionnel. Le joueur lui-même l'a dit après son match chez le Rocket. Puis des fois, j'ai l'impression qu'encore le trafic, il ne veut pas nécessairement y aller. Moi, personnellement, je comprends que l'organisation veut, ils l'ont dit au début de l'année, on aime mieux qu'il fasse 80 points dans la Ligue de l'Ontario qu'il en fasse 40 dans la Ligue américaine. 40 dans la Ligue américaine, c'est une façon de parler, mais 40 dans la Ligue américaine, c'était beaucoup, là. Bon. Non, mais c'est ça, c'est beaucoup, là. Mais c'est ça, c'était une façon de parler, là. Fait que, oui, je comprends. Il t'envoie dans la Ligue de l'Ontario pour que tu ailles récolter des points, pour que tu te fasses confiance, tout ça, mais tu le sais que tu as à travailler ton jeu professionnel. J'aimerais ça voir plus de ça un petit peu. Puis c'est juste une attente personnelle. C'est rien contre son jeu. Pour vrai, son jeu, en général, ça va bien. Ouais. Mais j'aimerais ça le voir aller plus dans le coin, plus dans l'enclave, être plus impliqué, te préparer à confronter les joueurs physiquement pour te préparer pour le prochain niveau. C'est des choses que je veux voir. J'espère peut-être le voir dans le championnat mondial junior. Qui sait, on verra. Ouais, mais j'ai hâte de voir ça. c'est ça. C'est quelque chose que j'espère voir une progression d'ici la fin de l'année. C'est un autre gars qu'il va probablement avoir en 2024-2025 dans le Canadien de Montréal. Fait que, j'espère qu'il va se développer. Lui, cette année, les séries, j'ai hâte. Parce que l'année passée, tu te souviens, tout ce que je viens de dire, là, au niveau de l'implication, au niveau de l'échec avant, l'échec arrière, l'implication dans le trafic, en série, là, en Slovaquie, il l'a vraiment bien fait. Fait que j'ai hâte de voir dans la Ligue de l'Ontario, justement, dans un contexte de série, qu'est-ce que ça va donner. Les séries, ça parle beaucoup, on le dit souvent. Okay. Pascal, c'est ce qui met fin à notre épisode des espoirs du CH. Une partie des espoirs du CH, parce qu'on va se refaire un autre épisode avec ceux qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas fait le tour encore. Il en reste quelques-uns. Guindon, Kidney, Davidson, Beck, Horreur. Heinemann. Strubble, Heinemann. Moi, il me reste Verbetic, Croteau à checker dans les goalers. Croteau, je vous le dis, là, ça sera pas long. Une petite crotte. Il est numéro 2 à Waterloo, puis il goal quasiment pas. C'est pas... ça sera pas très long, disons, mon rapport. Puis, on en profitera aussi pour parler un petit peu des joueurs du Rocket. Fait une deuxième partie qui devrait s'en venir sous peu. Puis, il y a bientôt le championnat mondial junior, donc on va être servi en matière de contenu pour le TSLH podcast. Ça, on n'en manquera pas. Je pense que j'ai reçu un cadeau par la poste, Matt, que je vais pouvoir te montrer à l'instant. Donne-moi ça. Une petite casquette par hasard? Oui. On va faire une petite publicité. Est-ce qu'elle fait? Ouais, il va falloir que tu l'ajustes. Là. Ouais, il faut que je me mette, parce que moi, j'ai vraiment une grosse tête. Percentile 110. Hey, elle va bien, je trouve. Ah oui, quand même pas pire. Hey! Si vous voulez acheter des belles casquettes TSLH, le lien est dans la description. Mais bref, merci beaucoup à tous d'être à l'écoute. Puis, on se revoit dans un prochain épisode qui sera soit sur les espoirs du CH ou soit sur le championnat mondial junior. On verra en temps et lieu. Donc, merci beaucoup à tous et à un prochain épisode.